On nous dit que le premier véritable outil électrique a été inventé en 1895, lorsqu'une entreprise allemande a combiné un moteur électrique avec une perceuse manuelle. La perceuse pesait 7,5 kg et nécessitait plusieurs opérateurs. Ce n'est qu'en 1957 qu'une société appelée Bosch a commencé à concevoir des outils électriques en vrac, à la fois économiques et puissants. Alors, comment nos ancêtres historiques, un peuple primitif, sous-développé, ont-ils conçu et construit certaines des structures que nous connaissons? Qu'en est-il de toutes les gigantesques pierres monolithiques que nous voyons et qui ont été taillées avec une telle précision? Demandez-vous si vous pourriez reproduire cela aujourd'hui avec l'arsenal d'équipements dont nous disposons. Et que dire des magnifiques puits à degrés de l'Est? On nous dit que les puits à degrés étaient des puits à plusieurs étages construits par nos ancêtres primitifs afin de préserver l'approvisionnement en eau pendant les sécheresses. Mais regardez l'intrication et la complexité de ces structures. Regardez la magnificence et la finesse. Regardez la précision géométrique. Le tout creusé et façonné à l'aide d'outils manuels. Mais bien sûr, que dire des gigantesques réseaux de canaux que l'on trouve partout dans le monde? Le canal Erie en Amérique aurait été construit en 1817 et 1825. Il n'y avait pas d'ingénieurs civils en Amérique à cette époque. Les personnes chargées de planifier la construction étaient des novices, c'est ce que l'on nous dit. Le canal fait 12 mètres de large et 4 mètres de profondeur. Le canal d'Erie s'étend sur 584 km. Mais les émigrés irlandais et les animaux qui les accompagnaient ne devaient pas se contenter de creuser chaque jour. Ils ont dû abattre des centaines d'arbres en traversant la forêt vierge. Ils ont dû construire des aqueducs, ainsi que des écluses complexes et traverser l'escarpement du Niagara, un mur de calcaire dur de 24 mètres de haut. Ils ont dû utiliser de la poudre noire pour le traverser, nous dit-on, puisque la dynamite n'avait pas encore été inventée. Le canal s'étend sur 584 km et sa construction a duré 8 ans. Cela signifie qu'en moyenne, 1 kilomètre était achevé tous les 8 jours. Quel exploit! D'autant plus que les responsables étaient des novices et que les outils électriques et la dynamite n'avaient pas encore été inventés. Laissez-moi vous dire tout de suite que les pionniers des Amériques n'ont pas construit ces systèmes de canaux. Et que dire des grands et magnifiques châteaux disséminés dans notre monde? Saviez-vous que la plupart d'entre eux ont été conçus et construits sans système de plomberie ni méthode pour chauffer correctement les pièces? La royauté et les élites du passé se contentaient de survivre sans avoir accès au strict nécessaire, tant qu'ils pouvaient vivre dans le faste et le grandiose, tandis que les paysans, dans leur modeste demeure, jouissaient de la chaleur des longs hivers sombres. Je ne le pense pas. Et bien sûr, il y a l'impossibilité du grand complexe des pyramides de Gizeh. Les pyramides, nous dit-on, ont été construites quelque part autour de 2500 avant Jésus-Christ. La Grande Pyramide elle-même est constituée de 2,3 millions de blocs de calcaire et de granit, et sa structure globale pèse 6 millions de tonnes. Les plus grosses pierres de granit pèsent entre 20 et 80 tonnes chacune. 20 tonnes représentent 20 000 kg. Ces blocs ont été taillés dans des carrières avec des ciseaux en cuivre et auraient été transportés sur une distance de 800 km. Les soi-disant experts avancent l'hypothèse selon laquelle le travail des esclaves a été considérable. Être crédule et croire au récit officiel du travail des esclaves est une chose. Mais quelqu'un peut-il expliquer comment les puits d'aération de la Grande Pyramide s'alignent si bien avec les étoiles circumpolaires? Et puis il y a les curieux cas des forts à plan en étoiles, ou de ce que les menteurs officiels du monde appellent les fortifications bastionnées. Développés à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, ces forts, nous dit-on, ont été conçus à l'époque de la poudre à canon et du canon. La conception géométrique offrait aux militaires d'une nation une protection contre les angles morts pendant les conflits. Mais bien sûr, nous savons tous que la meilleure protection pendant la guerre est de concevoir un fort avec un motif géométrique aussi précis.
Un véritable historien s'est-il jamais penché sur la perfection de la géométrie ici? Nos ancêtres primitifs ne disposaient pas de la technologie nécessaire pour voir les structures d'en haut, mais ils sont tout de même parvenus à accomplir cela. Laissez-moi rire, c'est impossible. Nous ne pourrions pas produire une géométrie aussi parfaite à cette échelle aujourd'hui. Nous avons été trompés une fois de plus. Nous avons été endoctrinés au moyen d'un faux récit historique et d'une fausse chronologie. Et si je vous disais qu'avant nous, il existait une civilisation à l'origine de la technologie la plus avancée jamais développée? Il n'y a pas de temps à perdre, car nous devons partir à la recherche du temps perdu. Au fond, c'est une histoire de tromperie. C'est aussi une histoire de fin et de commencement, de mort et de renaissance. Et s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi. En raison des tromperies et des falsifications qui sous-tendent notre récit historique, cette histoire ne peut être racontée de manière linéaire. Nous devons faire des allers-retours dans le temps afin d'en tirer quelque chose qui nous rapproche un peu plus de la vérité. Il est également impératif de comprendre qu'à l'instar de la plupart des sciences contemporaines, l'histoire en tant que discipline a été corrompue il y a longtemps. Dans sa forme la plus innocente, une grande partie du récit historique établi est une conjecture, mais dans sa forme la plus grave, il s'agit d'un ensemble de mensonges convenus, comme l'a si bien dit Napoléon. Nous allons devoir plonger dans l'obscurité. Aucun historien ne sera là pour nous aider. Nous sommes seuls dans ce voyage. Notre voyage est une chasse pour des choses enfouies à la vue de tous. Et les choses risquent de devenir un peu inconfortables par moments, mais c'est nécessaire. Nous nous accommodons d'un mensonge confortable depuis bien trop longtemps. Allez, embarquez et mettez votre ceinture de sécurité, car pour comprendre notre place dans le monde, nous devons faire l'impensable. Il est temps pour nous de faire un retour vers le futur. Notre voyage commence dans le plus improbable des endroits. 19e siècle, Saint-Pétersbourg. À son entrée, les saints hors de la cathédrale. La ville est froide, les brumes matinales se dissipent à l'approche du soleil, et nos bottes sont couvertes de boue. Nous sommes en 1860, et si Saint-Pétersbourg se dresse royal et fier, ses habitants sont introuvables. C'est calme, trop calme. La population de Saint-Pétersbourg dans les années 1860 était, nous dit-on, d'environ 500 000 personnes, et pourtant, il n'y a pas une âme en vue. Où sont-ils tous passés? L'ombre longue de la colonne Alexandre nous donne un indice sur l'heure à laquelle le soleil passe au-dessus de cette région. Les ombres longues ne se produisent que le matin ou le soir. Ce doit être le matin, mais il semble que personne n'ait encore fait surface. Si nous parcourons 643 km jusqu'à Moscou, nous voyons la même chose. Des rues vides et calmes. En 1860, Moscou partageait une population similaire à celle de Saint-Pétersbourg, environ 500 000 citoyens. Mais là encore, où sont-ils tous passés? Qu'en est-il du reste du monde à cette époque? Édimbourg, Écosse, année 1840. Copenhague, Danemark, année 1840. Dresde, Allemagne, année 1860. Rio au Brésil, année 1860. Toronto, Canada, année 1860. Athènes en Grèce, année 1860.
Et puis Londres, enfin, des gens. Que dire de Paris? Des gens, la vie. La première photographie, nous dit-on, a été créée en 1822. L'art de la photographie s'appuie sur des méthodes de juxtaposition, de comparaison et de contraste pour délivrer messages et sentiments. Dans ces photographies anciennes, nous ne trouvons pas les mêmes techniques délibérées de juxtaposition que les photographes contemporains utilisent dans leur art, mais plutôt les contrastes naturels qui sont si importants et centraux pour naviguer dans notre histoire trompeuse. Le contraste est un phénomène naturel ou artificiel dans lequel la signification est générée et transmise par la comparaison de deux éléments opposés. Lorsque l'on observe la Russie des années 1860, le contraste est immédiat entre l'absence de population et la taille de ses villes. Même au XIXe siècle, Moscou et Saint-Pétersbourg sont énormes. Les infrastructures que l'on peut voir sur les photographies pourraient contenir une population de plusieurs millions d'habitants. Pourquoi ces villes sont-elles si vastes si la population n'était que de 500 000 personnes dans chacune d'elles? De plus, le récit officiel nous donne une population qui augmente de façon linéaire à partir de 1764. Beaucoup des bâtiments que nous voyons ici ont été construits des années avant que la photo ne soit prise. Les Russes sont-ils simplement planifiés bien à l'avance? Mais c'est lorsque la population est introduite dans ces photographies qu'un nouveau contraste émerge, stupéfiant. C'est entre les gens et l'environnement lui-même. Cela peut être dû à la réduction du nombre de personnes ou à la monochromie des images en noir et blanc. Mais elles nous présentent quelque chose que nous avons côtoyé toute notre vie, sans jamais y prêter attention. C'est-à-dire l'énormité et l'impossibilité de l'architecture. Lorsque nous nous engageons dans l'industrie et la pratique du tourisme, nous nous déplaçons d'un endroit à l'autre et nous observons, nous absorbons tout, nous apprenons, nous écoutons tandis que l'on nous explique ce que l'on regarde et comment cela a été créé. Devant une structure comme l'Arc de Triomphe à Paris, on peut même s'exclamer « Waouh, comment ont-ils fait ça ?» Mais le moment, inextricablement lié à l'agitation de la scène, nous empêche peut-être de nous poser cette question avec sincérité. Se tenir devant une structure comme l'Arc de Triomphe, pendant que la foule prend frénétiquement des photos sur ses smartphones, rend tout cela réel. Et nous concluons, avant d'être repoussés par de nouveaux touristes, eh bien, ils ont dû le faire d'une manière ou d'une autre, parce que je suis ici et que je le regarde. Au cours de notre endoctrinement à l'école, on nous montre rarement de vieilles photographies des grandes villes disséminées dans notre monde plat. Et peut-être pour une bonne raison. Car lorsque nous marinons sur des images comme celle-ci, et que l'on nous présente la preuve visuelle d'un peuple victorien très primitif, parsemé comme des sauterelles dans l'ombre de la plus magnifique architecture, grandiose et brillante, qu'un être humain puisse jamais imaginer, nous commençons à avoir des doutes. En effet, comment ont-ils construit ça? L'Arc de Triomphe est constitué de 36 695 mètres cubes de calcaire et pèse 95 407 tonnes, soit un peu plus de 95 millions de kilos. On nous dit qu'il a fallu 12 ans pour construire l'arc géant en deux périodes différentes, de 1806 à 1814 et de 1832 à 1836. Comment ont-ils transporté cette quantité de calcaire avec les mêmes chevaux et charrettes que nous voyons sur les photographies? Regardez de plus près les 4 sculptures qui ornent chacun de ses côtés. Regardez la complexité des sculptures
est le motif de l'ornementation qui encadre l'arche. Chaque section est parfaitement répétée, sans aucune déviation ou incohérence. Le premier véritable outil électrique n'a été inventé que 60 ans après l'achèvement de cette arche. On nous dit qu'elle a été fabriquée à la main. Est-ce même possible? Et puis, il y a le plafond de l'arche. Des roses immaculées sculptées en 3 dimensions, parfaites dans leur symétrie géométrique. La nuance du détail et la finesse de chaque pétale et des bordures transversales est époustouflante. Regardez le reste de Paris à cette époque. Encore une fois, une pléthore de structures incroyables, gigantesques et magnifiques. L'infrastructure de la ville est grandiose, et les gens, ainsi que leurs moyens de transport, sont primitifs, peu sophistiqués, et ne semblent pas du tout développés au point de produire une ville comme celle-ci. Les routes sont mal pavées et irrégulières. Elles sont sales et boueuses. Nous voyons également à cette époque des bâtiments dont l'architecture s'aligne sur celle des habitants, des bâtiments en proportions difformes, moins développés et raffinés, charmants à leur manière mais grossiers dans leur utilisation du bois et du plâtre. C'est exactement le type d'architecture que l'on attend d'une génération vivant à l'ère du cheval et de la charrette, une génération ignorante des découvertes technologiques qui allaient suivre dans les années à venir. De plus, au moment de cette photographie, l'arche a environ 40 ans depuis son achèvement. Mais pouvez-vous voir à quel point certaines parties de la structure sont usées? L'altération de la pierre suggère que l'arche est beaucoup plus ancienne. Alors que nous approchons de la fin du XIXe siècle, nous constatons que les moscovites se sont enfin décidés à quitter leur maison et à s'aventurer dans les rues. La fameuse place rouge est maintenant animée. La cathédrale Saint-Basile et la tour Spasskaya dominent le cadre de la place. La construction de la cathédrale Saint-Basile a commencé en 1555 et s'est achevée en 1561, soit 6 ans seulement. Elle a subi un énorme incendie en 1737 et a été restaurée pendant 20 ans. Mais regardez-la, quelle structure! Presque irréelle et ne ressemblant à aucune autre. Elle est composée de milliers de briques rouges et de tôles d'étain qui ont été façonnées pour former les dômes en oignon caractéristiques que nous voyons. Regardez de plus près la complexité des dômes. Comment ont-ils plié le métal pour atteindre une telle précision et perfection au XVIIIe siècle? Et encore une fois, s'ils avaient les compétences et le dévouement pour construire une telle merveille, pourquoi les conditions de la route sont-elles si mauvaises et couvertes de boue? Nous voyons ces incroyables structures et bâtiments partout sur les photographies du XIXe siècle. Nous avons le merveilleux palais de cristal de Londres, une structure monstrueuse avec la plus grande surface de verre jamais vue dans un bâtiment. Et tout cela construit avant que l'Angleterre n'ait une usine de fabrication de verre automatique. Nous avons l'abbaye et le Parlement de Westminster. Nous avons l'ancien arc de Euston, construit en grès pur en 1837, et des rues non pavées et pleines de boue. Pourquoi ces gens n'ont-ils pas donné la priorité aux rues dans lesquelles ils marchaient? L'église Notre-Dame, le chef-d'œuvre de Dresde, en Allemagne, dont la splendeur complexe et opulente contraste directement avec les chariots déglingués et les charrettes tirées par des chevaux des gens en bas, un peuple dépendant du strict nécessaire, un peuple complètement éclipsé par sa taille et sa majesté. La bibliothèque du Parlement à Ottawa, Canada, construite sur une période de 17 ans. Les premiers colons importants sont arrivés en 1800. Et au moment de la construction, la ville comptait moins de 20 000 habitants. Une bibliothèque grandiose et majestueuse était-elle vraiment une priorité pour les colons? Pourquoi le bâtiment semble-t-il avoir été prélevé en Europe et collé au Canada? Même au début du siècle,
40 ans avant que Bosch ne fasse connaître l'outil électrique, nous avons l'ancienne gare Penn à New York. Regardez la taille de ce bâtiment, aux proportions complètement hallucinantes. Comme on peut le voir sur la photo, chaque motif octogonal sculpté sur le plafond du dôme arqué est plus grand qu'un seul être humain. Regardez les colonnes gigantesques et les détails des feuilles montantes qui décorent le sommet de chaque pilier. Et ils nous disent que cette station a pris 6 ans à construire, 6 années entières. Mais oui, bien sûr. Pourquoi sommes-nous si crédules? Même sans accès aux outils électriques modernes, aux pièces de construction de base et à la technologie des grues, nous ne pourrions pas reproduire cela aujourd'hui. Et plus important encore, nous ne reproduisons pas ce type d'architecture aujourd'hui. Les mentors officiels de notre monde ont un terme générique pour ce type d'architecture que nous voyons en Amérique du Nord. Ils l'appellent historisme. L'historisme est un terme inventé pour décrire un style d'architecture qui est de nature revival, ou, en d'autres termes, qui copie le style d'une autre période de temps. Les grands arches et les bâtiments avec des colonnes géantes que nous voyons sont construits dans le style classique ou gréco-romain. Et les cathédrales sont construites dans les styles Renaissance et gothique de l'Europe médiévale. Les éléments de ces styles architecturaux particuliers sont caractérisés par de grandes flèches, des fenêtres cintrées, des tours, des tourelles, des dômes, des voûtes à arcades, des sculptures, d'énormes portes, des fenêtres circulaires géométriques, des colonnes, des cadrans d'horloge et des clochers. Les traces de cette architecture impensable se trouvent littéralement partout dans toutes les villes et dans le monde d'aujourd'hui. Certaines sont préservées et entretenues, comme l'Arc de Triomphe et Notre-Dame de Paris. D'autres sont perdues et oubliées par le temps, comme l'Arche de Houston et l'ancienne gare Penn de New York. En tant que peuple, nous parcourons des kilomètres pour prendre nos propres photos de ces merveilles. Mais les photographes du XIXe siècle nous ont offert quelque chose qu'ils n'auraient jamais pensé donner à une génération future: la perspective. Nous voyons un peuple primitif sur fond d'infrastructures architecturales clairement avancées. Les historiens officiels du monde nous racontent des histoires d'évolution darwinienne et de progression entre les périodes. Les personnes qui sont venues après ont toujours été plus avancées dans leur façon de faire, affinant et redéfinissant les méthodes de la génération qui les a précédées. Si l'apogée de l'innovation et de l'industrie au XIXe siècle était encore le cheval et la charrette comme moyen de déplacement, alors, comme ces photographies nous le disent, ce style d'architecture était tout aussi impossible pour ceux qui vivaient dans les siècles précédents. Toute personne ayant une prédisposition à la réflexion et au questionnement peut immédiatement sentir, en regardant ces photographies, qu'il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark, que quelque chose ne va pas avec le récit historique dominant, que quelque chose ne colle pas. Sur une image panoramique de San Francisco en 1877, nous voyons un collage d'architecture historiciste, des colonnes ornant l'entrée de bâtiments très majestueux. Ils se distinguent comme des épouvantails de certaines des cabanes en bois qui les entourent. Nous voyons des flèches et des tours gothiques au loin. Nous voyons des cathédrales et des bâtiments en forme de dôme. Nous voyons également à quel point la ville est devenue tentaculaire et immense. En 1846, moins de 500 colons mormons vivaient sur le territoire que nous appelons aujourd'hui San Francisco. C'était Frontierland, prête à être conquise. Entre 1848 et 1849, avec le début de la ruée vers l'or en Californie, la population est passée de 1000 à 25 000 habitants. 28 ans plus tard, quelqu'un a réalisé cette photo panoramique. La population à cette époque, nous dit-on, approchait les 200 000 habitants. Comment peut-on croire une telle histoire? Est-ce que cela ressemble à une ville de 200 000 habitants?
sans aucune technologie moderne, des outils électriques, des machines automatiques, des moteurs électriques. Un peuple dans un pays étrange et inconnu qui ne fait que laisser sa marque. Pouvons-nous vraiment croire qu'un peuple en plein essor a construit cette ville entière en seulement 30 ans? Et encore une fois, un tel calme, une telle immobilité. C'est la photographie d'une ville vide. Où sont tous les gens? L'ombre du poteau ici nous indique qu'il ne s'agit pas des premières heures du matin. Les ombres courtes n'apparaissent que vers midi. Une ville de cette taille à midi devrait être animée. Mais il n'y a pas une seule personne dans le plan de ce panorama. La seule vie que nous voyons est celle d'un cheval, sans aucun maître en vue. Il semble très improbable que tous les gens aient été priés de rester à l'intérieur parce qu'une séance de photos de paysages urbains avait lieu. Et cette scène silencieuse devient encore plus étrange lorsque l'on sait qu'il y a une intention derrière l'objectif. Quelqu'un était là, debout, à un point d'observation, et a pris cette photographie. Mais qui? Et dans quel but? Et quelles sont les chances pour qu'au XIXe siècle, au cours de décennies similaires, nous voyons des villes russes, européennes et nord-américaines désertes, photographiées de la sorte? Et puis, quelques années plus tard, nous trouvons les mêmes endroits grouillants de monde. Un peuple clairement incapable de construire l'architecture que l'on trouve dans ces villes. Et que faire de ces photographies? Si nous acceptons le récit et ces étranges anomalies, alors nous nous arrêtons ici et retournons à nos vies bien remplies. Mais le récit que nous avons reçu n'est pas la vérité. Et nous ne devrions accepter aucun récit, aussi officiel et certifié soit-il, à moins qu'il ne soit logique. Les personnes que nous voyons sur ces photos et leurs premiers ancêtres n'auraient pas pu construire la magnifique architecture que nous voyons. C'est une impossibilité. Allez, embarquez. Nous devons nous aventurer plus loin dans ces villes et regarder d'un peu plus près. Il doit y avoir des indices qui attendent d'être découverts pour nous aider à comprendre pourquoi ces villes sont vides. Attendez, qu'est-ce que vous dites? Vous voulez d'abord essuyer la boue de vos bottes? Ne vous embêtez pas, c'est une perte de temps. Allez, embarquez et allons-y, car c'est la boue qui nous offre quelques petits indices sur ce qui a pu se passer pendant cette période. En juin 2011, Christchurch, en Nouvelle-Zélande, a subi un tremblement de terre qui a laissé une grande partie de la ville dans le chaos, détruisant des bâtiments et des infrastructures, et laissant plus de 50 000 foyers sans électricité. Des maisons se sont effondrées, des conduites d'eau se sont rompues, des inondations ont eu lieu et des incendies ont éclaté en raison de la rupture des lignes électriques. Du fait des forts mouvements du sol et des secousses intenses, une partie de la ville a connu un phénomène étrange, connu sous le nom de liquéfaction du sol. Des éboulements de sable ont émergé des routes asphaltées, faisant basculer et sombrer les voitures et provoquant la chute de blocs rocheux des collines, entraînant davantage de dommages aux habitations. La liquéfaction du sol se produit lorsqu'un sol saturé perd sa force et sa rigidité en réponse à une contrainte appliquée, comme des secousses ou d'autres changements soudains, comme une forte explosion. Un sol saturé, meuble ou du sable a tendance à se comprimer lorsqu'une charge est appliquée. Mais en cas de contrainte telle qu'une secousse ou une explosion, on observe le contraire. Le sol a tendance à se diluer et il en résulte des sables mouvants ou de l'argile rapide traître. La terre se transforme en liquide, ce qui fait que les structures de masse lourdes comme les bâtiments, les infrastructures et les voitures commencent à s'enfoncer, se renversent ou s'effondrent. Cela peut également affecter les barrages et les ponts. Les courants de turbidité peuvent également former d'énormes glissements de terrain impossibles à arrêter. Dans le pire des cas, des villes entières peuvent être détruites. Comme vous pouvez le voir, la liquéfaction peut déplacer des zones entières de terre. La boue peut s'élever de façon spectaculaire et rapide, et sa force destructrice est inarrêtable. C'est un phénomène bien documenté.
Le tremblement de terre de 1964 à Niigata, au Japon, a provoqué une liquéfaction, et on peut en voir les effets très clairement sur ces photos. La même chose ici, avec le tremblement de terre de 1964 en Alaska. Des bâtiments qui tombent, des voitures qui coulent, des infrastructures qui s'effondrent. Une fois la tension retombée, le sol commence à se solidifier à nouveau, et nous pouvons voir les conséquences. Des rues boueuses et inégales subsistent là où il y avait autrefois un revêtement routier. Si nous revenons aux photographies des villes du XIXe siècle, nous constatons une situation similaire ici. Les routes sont peu raffinées et pleines de boue. Nous voyons partout des routes inégales, grossières et boueuses, sans sophistication, sur fond d'architecture raffinée, sophistiquée et magnifique. Ces villes auraient-elles pu subir le même sort de liquéfaction du sol qu'à une époque plus récente? Peut-être. Mais malheureusement, les routes boueuses ne sont pas une preuve suffisante pour tirer des conclusions, n'est-ce pas? Les enfants sont ceux qui posent les questions les plus essentielles et les adultes, dans leur stupeur brumeuse, fournissent généralement les réponses les plus insatisfaisantes, régurgitant souvent des informations savantes et absurdes qui laissent l'imagination de l'enfant insatisfaite. En se traînant le long de ces routes boueuses du XIXe siècle et en observant son environnement, un enfant peut se demander « Pourquoi ont-ils construit les fenêtres si bas par rapport au sol ?» Et quelle excellente question! Oui, pourquoi en effet ont-ils construit des fenêtres au niveau du sol? Car voyez-vous, les personnes que nous voyons sur ces photos n'ont malheureusement pas construit cette architecture. Et peut-être que certaines d'entre elles, à un moment donné de leur vie quotidienne bien remplie, se posent exactement la même question. Nous le voyons partout. Fenêtres au niveau du sol. Fenêtres partiellement sous le niveau du sol. L'entrée du premier étage est surélevée par rapport au niveau du sol. Des marches menant à des entrées situées sous le niveau du sol. Nous pouvons le constater dans presque toutes les grandes villes de notre monde, à la fois sur des photographies anciennes et lorsque nous marchons dans les rues aujourd'hui. Et qu'est-ce que cela nous apprend? Qu'une société ayant accès à des outils de construction modestes, à des chevaux et à des charrettes, a construit ses infrastructures en dépensant d'innombrables heures et de l'énergie à défricher un terrain de plus de 3 mètres de profondeur pour commencer sa construction. La construction des sous-sols est un travail incroyablement difficile. Depuis le XXe siècle, les grandes machines d'excavation telles que les tractopelles et les engins à chargement frontal ont permis de réduire considérablement le temps et la main-d'œuvre nécessaires pour creuser un sous-sol par rapport au terrassement manuel avec une bêche. On pourrait peut-être dire que nos ancêtres historiques étaient aussi dévoués à l'architecture qu'ils construisaient, et que beaucoup des bâtiments enfoncés que nous voyons sont en fait dus à des élévations et à des dépressions dans le paysage naturel. Le récit officiel, toujours plein d'incohérences, suffirait peut-être s'il n'y avait pas de fouilles contemporaines. Lorsque nous regardons des photographies comme celle-ci, nous nous rendons immédiatement compte que ce que nous voyons, ce sont des fenêtres et des portes situées à 2 ou 3 mètres sous la surface du sol. Pourquoi y a-t-il des fenêtres et des portes sous terre? Qu'est-ce que nous voyons dans nos villes? L'accumulation naturelle du sol au fil du temps?
Les géologues n'ont jamais été capables d'attribuer une valeur cohérente à l'accumulation naturelle de terre végétale dans le monde entier, car c'est impossible. Certaines régions de notre monde connaissent une accumulation constante de terres arables, alors que d'autres régions connaissent une érosion constante. De nombreux historiens et archéologues ont noté que de nombreuses villes ont été détruites au cours des siècles par la guerre, un phénomène naturel comme les tremblements de terre, les cendres volcaniques et les inondations. Ne s'agit-il pas simplement des couches des civilisations précédentes? Non, ce n'est pas le cas. Nous voyons encore et encore des étages entiers de bâtiments qui correspondent à l'architecture existante au-dessus de la couche de terre. Vous voyez, ce qui se trouve en dessous ne sont pas les traces inconnues des générations précédentes, mais de la même génération qui a construit ces structures. Et une fois que l'on voit ce genre d'infrastructures enfouies, qui existent en si grand nombre dans notre monde, on ne peut plus ne plus le voir. Nous voyons que les fondations des vieilles églises sont en fait les premiers étages originaux avec des entrées et des fenêtres cohérentes. Nous voyons des mosaïques déterrées. Nous voyons des piliers, des colonnes et des arcs qui étaient à l'origine beaucoup plus grands. Et c'est la couche de terre qui a réduit leur taille, comme s'ils n'étaient pas assez grands pour commencer. Et comme avec le tremblement de terre de 1964 dans le Niigata au Japon, nous trouvons aussi beaucoup de structures dites anciennes qui penchent comme si à un moment donné le sol sous ces structures s'était relâché et liquéfié. Nous avons la tour de l'église de Seiersen et la tour de notre chère dame de l'église de la montagne en Allemagne, la pagode de la colline du Tigre en Chine, la tour penchée de Neviansk en Russie, le temple penché de Houma en Inde, Utrecht aux Pays-Bas, la tour de Saragosse en Espagne, et bien sûr, la tour de Pise. Les menteurs officiels du monde entier tentent de justifier les structures enterrées et inclinées que nous voyons en nous racontant des histoires d'antiquité et de géologie en constante évolution. Mais cela devient plus compliqué pour eux lorsque nous tournons notre attention vers l'Amérique. Si nous devons croire leurs récits, alors tous les bâtiments que nous voyons sur les photographies du XIXe siècle des villes américaines en plein essor sont de construction récente. Pourquoi voyons-nous des structures célèbres, telles que le bâtiment du Capitole à Washington, avec une infrastructure cohérente qui s'enfonce très profondément dans le sol? Une fois de plus, les incohérences ne tiennent pas debout. Pourquoi un peuple sous-développé aurait-il gaspillé des ressources, de l'énergie et du temps à construire les fondations du bâtiment du Capitole pour qu'elles soient conformes au style de colonnes que nous trouvons au-dessus de la surface? Les fondations n'avaient pas à comporter de colonnes. Les colonnes, nous dit-on, sont un choix stylistique,
pas un choix fonctionnel. Alors pourquoi ont-ils fait cela? En un mot, ils ne l'auraient pas fait. Nous voyons des images qui suggèrent que les gens du XIXe siècle se préoccupaient en fait de déplacer une grande partie de l'énorme quantité de boue présente ici, de niveler le sol et d'excaver les structures existantes. La cohérence et la prévalence de l'architecture enfouie à travers notre monde indiquent que ce qui s'est passé était un événement mondial, malgré les différences régionales dans l'accumulation et l'érosion naturelle de la couche arable. Et il n'y a aucune explication officielle qui justifie l'architecture enfouie que nous voyons. Aucune explication n'est fournie pour justifier la quantité de boue que l'on voit sur les photographies de nos villes au XIXe siècle. Sur les routes, des amas de boue provenant du déblaiement, des routes inégales, des terres ravagées, mais une architecture grandiose, parfaite et intacte. Applaudi par les spécialistes de la littérature pour son utilisation du brouillard en guise de métaphore pour brosser le portrait de Londres, centre corrompu au milieu d'une industrialisation galopante, beaucoup oublient que le roman « La maison d'Aprevent » de Charles Dickens, paru en 1852, s'ouvre en fait sur une image différente. Londres. Le premier trimestre est terminé depuis peu, et le Lord Chancellor siège dans le Lincoln's Inn Hall, temps impitoyable de novembre. Autant de boue dans les rues que si les eaux venaient de se retirer de la surface de la Terre. La liquéfaction a causé des ravages à Christchurch et dans le Niigata, mais il s'agissait de tremblements de terre isolés, et seules certaines parties de chaque ville ont été touchées. Il n'est pas possible qu'il y ait eu d'énormes tremblements de terre simultanés dans le monde entier au cours d'une période similaire, n'est-ce pas? Même Wikipédia nous dit que la liquéfaction peut se produire naturellement ou artificiellement, à la suite d'un tremblement de terre ou d'un autre changement soudain des conditions de stress. Même si c'était le cas, nous ne voyons les mêmes dommages structurels aux bâtiments du XIXe siècle que dans des cas comme Christchurch et Niigata. La plupart de l'architecture enterrée que nous voyons est intacte. Elle est soit enfoncée, soit le niveau du sol a été relevé d'au moins 3 mètres, parfois de manière uniforme, et d'autres fois partiellement enterrés dans des collines de boue ondulantes, comme s'il y avait eu d'énormes glissements de terrain. L'étrange cas de l'architecture enfouie permet de tirer les conclusions suivantes. 1. Ce qui repose sous terre n'est pas les vestiges de civilisations antérieures. Le plus souvent, les structures enfouies sont conformes à l'architecture que nous voyons en surface. 2. Que les structures sont beaucoup plus grandes que ce que l'on soupçonnait à l'origine. Et donc elles sont encore plus impossibles à construire pour une génération victorienne de chevaux et de charrettes, et celles qui les ont précédées. 3. Que l'accumulation naturelle de terre végétale et la liquéfaction du sol ne sont pas des explications satisfaisantes pour ce que nous voyons ici. Ce qui a eu lieu devait être quelque chose de beaucoup plus grand et répandu, comme un cataclysme terrestre, naturel ou artificiel de quelque sorte. Comme le montrent de nombreuses photographies, de nombreux citoyens des années 1800 étaient responsables du déplacement d'une grande partie de la boue, du nivellement du sol et de l'excavation des bâtiments, ce qui suggère que ce qui s'est passé s'est produit très récemment dans leur passé. L'absence totale de justification raisonnable pour l'architecture enterrée que nous voyons suggère que les contrôleurs de notre monde essaient délibérément de cacher ce qui s'est passé. Et qu'en est-il des villes désertes que nous voyons sur les photographies précédentes? Si ces villes étaient vraiment vides, nous devons nous demander pourquoi. Nous devons aussi nous demander comment tous ces gens sont arrivés là, en fin de compte. En l'espace d'une trentaine d'années,
Nous voyons une ville passer du stade de désert à celui de ville animée. Il est intéressant de noter que c'est Charles Dickens et plus généralement la littérature du XIXe siècle qui offre quelques indices. Deux thèmes centraux traversent la littérature victorienne du XIXe siècle. Celui du mariage et de la chasteté féminine, et celui des orphelins et de l'adoption. Nombre de personnages de fiction que nous avons appris à aimer au fil des ans sont des orphelins. Nous avons Oliver Twist et Pip des Grandes Espérances. Nous avons la petite orpheline Jane Eyre et Heathcliff des Hauts de Hurlevent. Nous avons Mowgli du Livre de la Jungle, Cosette des Misérables. Nous avons Heidi, Réponse, Peter Pan, Blanche-Neige. Nous avons Tom Sawyer et Huckleberry Finn et Anne au pignon vert. Et ces livres étaient de leur temps. En ce qui concerne la prévalence de l'orphelin, le seul problème est que ces romans romancent l'orphelin en tant que personnage disloqué de la société par défaut et, par conséquent, tracent le chemin de sa vie comme celui d'une fortune imprévue. Ce n'était pas la réalité. Le thème du mariage et de la chasteté que l'on retrouve dans tant d'œuvres littéraires du XIXe siècle, comme celles de Jane Austen, de Bronte, de George Eliot, Dickens, de Thomas Hardy, de Léon Tolstoï, de Victor Hugo et d'autres encore, n'était rien d'autre qu'une propagande soigneusement déguisée et bien écrite, dont le seul but était de solidifier et de justifier un cadre de valeurs sociales qui séparait les enfants de leur mère. Les enfants nés en dehors du mariage ou de l'union conjugale étaient considérés comme illégitimes, ce qui signifie qu'ils n'avaient pas de statut légal. L'illégitimité des enfants était un sérieux handicap tout au long du XIXe siècle. La majorité des employeurs n'embauchaient pas les femmes ayant un enfant illégitime. De nombreuses mères célibataires avec des enfants illégitimes se retrouvaient sans foyer, en mauvaise santé, affamées, épuisées. Leur seul refuge était le foyer du travail, où elles devaient accomplir les tâches les plus désagréables. Dans certains endroits, les femmes ayant des enfants illégitimes étaient singularisées et devaient porter un uniforme spécial qui alertait tout le monde sur leur statut de mère célibataire ou de femme déchue. En conséquence, un grand nombre d'orphelinats et d'institutions pour enfants trouvés ont été créés. Voici l'hôpital pour enfants trouvés de Londres, qui était très actif au XIXe siècle. Regardez sa taille. Charles Dickens était obsédé par cet endroit. L'inspiration, dit-on. Le récit officiel nous dit qu'environ 4500 femmes ont confié leurs enfants à cet énorme bâtiment. Mais ce n'était qu'une institution. Wikipédia nous donne une liste partielle de plus de 64 orphelinats qui ont été fondés au Royaume-Uni au cours du XIXe siècle. Cette liste n'est que partielle. Le cas particulier de la grande quantité d'enfants sans parents au XIXe siècle est bien documenté par de nombreux chercheurs. Et la plupart d'entre eux s'accordent à dire qu'il est presque impossible d'établir des chiffres qui rendent vraiment justice au nombre d'orphelins qu'il y avait durant cette période. Leur trace n'est pas inscrite dans le livre d'histoire. Elle se formait dans la boue et a ensuite été emportée par les eaux. Ce n'était pas seulement le Royaume-Uni, c'était un phénomène mondial. La ville de New York, à elle seule, disposait de 4 asiles d'enfants trouvés qui accueillaient des milliers d'enfants par an. Au début du XIXe siècle, l'Italie signalait 32 000 enfants par an. L'Espagne et le Portugal, 15 000 enfants trouvés par an. Avant 1860, 374 000 enfants enregistrés ont été pris en charge par les seuls asiles de Milan, Naples et Florence. L'historien David L. Ransall affirme que Moscou recevait entre 16 et 18 000 enfants en bas âge par an dans les années 1880 et en envoyait plus de 10 000 par an dans les villages périphériques pour y être placés. En 1882, il y avait en tout 41 720 enfants trouvés du foyer de Moscou, vivant dans 32 000 familles d'accueil, réparties dans 4 418 villages. Une douzaine de villages
comptaient chacun plus de 90 familles d'accueil. Ce que l'on oublie souvent, c'est qu'une série de lois ont été adoptées dans les années 1800, rendant presque impossible pour les mères célibataires de garder leur bébé. La réforme de la loi sur les pauvres de 1833 a introduit des clauses de bâtardise qui transfèrent l'entière responsabilité de l'enfant illégitime sur la mère. La stigmatisation sociale signifiait qu'elle ne serait pas en mesure de s'occuper de son enfant et qu'elle serait obligée de le remettre aux autorités, ou pire encore. Les annonces d'adoption ou de garde d'enfants sont devenues populaires dans les journaux. Et, comme de nombreux chercheurs l'ont souligné, elles étaient une façade pour ce que l'on appelait les fermes à bébés ou les meurtres rémunérés. Comme l'indique Dorothy L. Heller, les annonces peuvent avoir été trompeuses pour le grand public, mais elles se lisaient comme un message codé à l'intention des mères célibataires. Aucune référence n'était demandée et aucune n'était offerte. La somme de 11 centimes d'euros par semaine pour garder un nourrisson ou un enfant malade était insuffisante, et un enfant malade et un nourrisson de moins de 2 mois étaient les moins susceptibles de survivre et les moins chers à enterrer. On prenait les nourrissons sans poser de questions, et il était entendu que pour 13 euros, on ne s'attendait pas à ce qu'on pose des questions. La transaction entre la mère et l'éleveur de bébés se déroulait généralement dans un lieu public, dans les transports en commun ou par l'intermédiaire d'une seconde partie. Aucune information personnelle n'était échangée. L'argent était versé et la transaction était terminée. La mère savait qu'elle ne reverrait jamais son enfant vivant. Cependant, la plupart des enfants n'étaient pas assassinés, mais déposés à la porte d'orphelinats ou de foyers de travail. On donnait une toute nouvelle identité à tous les enfants placés dans ces institutions. On leur fournissait temporairement un abri, de la nourriture et des vêtements, puis on les envoyait dans des maisons de travail ou ailleurs. Au XIXe siècle, les photographies étaient rares, mais vers la fin du siècle, nous en voyons davantage. Le dernier continent à connaître un tel exode massif d'orphelins était les États-Unis. Et c'est là que nous voyons les traces des trains d'orphelins. Le premier groupe de ces orphelins est arrivé dans le Michigan en 1854, et à partir de ce moment, le réseau a transporté des centaines de milliers d'enfants à travers les États jusqu'à sa fin en 1929. Officiellement, plus de 97 institutions s'occupaient d'orphelins et de trains d'orphelins au XIXe siècle. Et là encore, cela ne concernait pas seulement les États-Unis. Annie Macpherson entrera dans l'histoire comme une femme qui a exploité plus de 100 000 orphelins et les a expédiés du Royaume-Uni vers le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et même jusqu'aux confins de la planète en Australie, pour les vendre comme main-d'œuvre enfantine. Pourquoi voyons-nous tant de photographies d'orphelins dans des foyers de travail? Pourquoi travaillent-ils avec des machines conçues pour être utilisées par des adultes? N'y avait-il pas assez d'adultes à cette époque pour effectuer ce travail? Et puis il y a un cas étrange, celui de l'essor des parcs d'attractions américains au tournant du XXe siècle. En plus des manèges et des expositions, beaucoup de ces parcs présentaient une attraction inhabituelle, les enfantoriums. Les visiteurs de ces parcs pouvaient se promener en dégustant des glaces et passer par ces stations. Une visite équivalente à celle d'une unité de soins intensifs néonatale entièrement fonctionnelle, avec des incubateurs remplis de bébés prématurés endormis. L'histoire a été clémente avec Martin Cooney. Présenté comme un héros, Cooney était l'esprit allemand derrière les incubateurs. Sa première rencontre avec des bébés prématurés, nous dit-on, a eu lieu à l'exposition universelle de 1896. Il a su immédiatement que l'exposition sauverait des vies de bébés. La technologie permettant de maintenir en vie les bébés prématurés était coûteuse et il savait que le public paierait pour voir les bébés en couveuse. Il ferait payer un droit d'entrée dans les parcs d'attractions pour générer des fonds afin d'aider ces bébés à vivre. Les infirmières s'occupaient des bébés sous le regard enchanté du public, comme s'il s'agissait d'une autre attraction. Les expositions de bébés prématurés comprenaient des rabatteurs qui tentaient d'attirer le public pour qu'il vienne voir les bébés.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas à propos de ces couveuses. Des publicités annonçant des bébés vivants. Beaucoup de foires où Courtney montrait ces bébés présentaient aussi des expositions géniques. L'eugénisme est un domaine de pseudosciences corrompues qui approuve la reproduction sélective pour améliorer la qualité génétique de la population humaine. L'eugénisme a été inspiré par le darwinisme et a été une idéologie motrice qui a alimenté les nazis. Pourquoi les gens paient-ils pour voir des bébés vivants, comme s'ils n'en avaient jamais vu auparavant? Les gens de l'époque n'avaient-ils pas leurs propres bébés? Et où sont les parents de ces enfants? Comment disposaient-ils au XIXe siècle de la technologie nécessaire pour maintenir en vie des bébés prématurés de cette manière? Ou bien quelque chose ne tourne pas rond, une fois de plus, dans le récit officiel. 80 000 bébés prématurés ont été traités dans ces couveuses de parcs d'attractions. 80 000. Les centaines de milliers d'orphelins au XIXe siècle sont à peine croyables. Les femmes étaient-elles vraiment si insouciantes? L'Amérique avait-elle au moins la population nécessaire pour justifier 80 000 bébés prématurés? Nous ne parlons pas ici d'orphelins, mais de bébés nés prématurément. Le récit n'est ni convaincant, ni réaliste. D'où venaient ces bébés? Les antécédents de Cooney sont encore plus troublants. Comme de nombreux historiens l'ont souligné, il n'avait pas de diplôme ou de formation médicale, et son histoire est très similaire à celle de la philanthropie peu convaincante qui entoure certaines de nos personnalités contemporaines qui n'ont pas non plus de diplôme médical. Et puis, il y a Mary Dressler, une star canadienne du cinéma muet et de la dépression. Elle a adopté un de ses bébés en couveuse. Ah, les célébrités et l'adoption. Le récit officiel nous laisse commodément en dehors de son histoire et nous dit qu'elle a peut-être eu une fille qui est morte en bas âge. Mais les photographies suggèrent le contraire. A-t-elle adopté son bébé couveuse dans l'une de ses foires? Ou les foires sont-elles une façade pour l'adoption illicite de bébés prématurés? Même s'ils étaient prématurés, cela signifiait-il qu'ils n'avaient pas de parents? Qui était propriétaire et responsable de ces parcs? Et qu'est-il arrivé aux bébés une fois qu'ils ont grandi et quitté les couveuses? Si quelque chose semble étrangement faux dans l'histoire de ces parcs et de ces orphelins, c'est parce qu'on ne nous dit pas la vérité. Pourquoi y avait-il des centaines de milliers d'enfants sans parents au XIXe siècle? D'où venaient-ils? Ils ont été déplacés dans le monde entier. Europe, Amérique, Russie, Australie, Canada. Pourquoi? Surtout quand la plupart avaient encore un parent vivant. Si la grossesse hors mariage était un tel handicap social qui entraînait un tel traumatisme, pourquoi tant de personnes se sont-elles mises dans cette situation en premier lieu? Le gouvernement se souciait-il suffisamment de la moralité sociale pour adopter des lois et tous les efforts déployés pour construire et entretenir des orphelinats et des réseaux de relocalisation des orphelins n'auraient-ils pas grévé les finances et les systèmes administratifs du gouvernement? Cela aurait certainement été le cas. Mais voyez-vous, il y avait un plus grand objectif derrière l'agenda mondial du gouvernement. Le repeuplement. Le récit social de la chasteté n'était rien d'autre que de la propagande et une justification pour voler des enfants. La raison pour laquelle nous voyons des villes vides au début du XIXe siècle est qu'elles étaient en fait vides, sans population. Et la raison pour laquelle elles sont animées 30 ans plus tard est que des orphelins ont été envoyés dans ces villes pour les repeupler. Vous voyez, au début du XIXe siècle, il y a eu une sorte de réinitialisation mondiale par la dépopulation, puis la repopulation. Les personnes que nous voyons sur ces photographies n'ont pas construit cette architecture. Elles en ont hérité avec beaucoup de boue. Non seulement elles en ont hérité, sans savoir ce qu'elle était réellement et à qui elle appartenait, mais elles ont aussi été complices, sans le savoir, de la réaffectation de la quasi-totalité de ces structures. Je sais, tout ça n'a pas beaucoup de sens pour l'instant.
Vous vous demandez probablement pourquoi ces villes étaient vides et pleines de boue. Ce qui s'est passé pour que les gouvernements aient besoin de repeupler la Terre, et je sais ce que vous pensez. Tout cela est très intriguant. Le décor devait d'abord être planté, et il est maintenant prêt. Et même si vous ne pouvez pas encore le voir, je sais que vous le sentez. Les villes désertes, l'architecture enterrée et les orphelins signalent tous une obscurité imminente. Allez, il est temps pour moi d'honorer ma promesse et de vous ramener dans le futur. L'eau, une substance chimique inorganique, transparente et inodore, qui recouvre 70% de la surface connue de la Terre. Elle est la force vitale qui anime les organismes à base de carbone qui prospèrent sur notre Terre. Et peut-être que Dieu a envoyé ce message sous la forme d'un déluge, mais que sa vérité a été mythifiée et enterrée, et que le mensonge s'est propagé en dépit de cela. L'eau immobile n'est ni courbe ni convexe. Les lois naturelles régissant une masse d'eau immobile insistent sur le fait qu'elle prend la forme exacte du récipient qu'elle remplit, et trouve et maintient toujours un niveau plat. L'eau immobile reste toujours plane. Et en regardant l'eau, lorsque nous nous tenons à un poste d'observation, lorsque nous voyageons en avion, et avant de prendre une gorgée de notre boisson, nous devons tous nous rappeler de ne jamais oublier cette loi. La plupart d'entre nous comprennent instinctivement les lois de l'eau. Et pourtant, beaucoup poursuivent leur vie quotidienne en participant volontairement au canular héliocentrique absurde. Mais pour nous, qui savons que notre Terre n'est pas une planète qui tourne dans le vide infini de l'espace, ceux qui ont étudié le Soleil avec diligence et se rendent compte que c'est le Soleil qui bouge et non la Terre, ceux qui ont tracé les racines illogiques des trajectoires de vol sur un modèle de globe et ont conclu que le modèle est incorrect, ceux qui savent que les lois de la densité régissent l'élévation et la chute des objets et ont étudié les lignes de fuite, ceux qui ont abandonné les lentilles télescopiques conventionnelles ont réfléchi aux arcs-en-ciel, aux sun dogs et aux étoiles au-dessus de nous, savent que nous résidons dans un firmament en forme de dôme et qu'il y a de l'eau au-dessus de nous. Et ceux qui comprennent que tout notre système terrestre fermé est régi par la fréquence et la vibration de l'électromagnétisme qui émane d'un pôle nord magnétique central. Nous sommes ceux qui se demandent comment nous nous sommes retrouvés dans ce fracas héliocentrique. Et si l'on médite assez longtemps sur les étoiles dans l'eau au-delà de notre firmament, et sur les fréquences et les vibrations de l'électromagnétisme qui les font scintiller à travers tant de nuances de couleurs vibrantes et de motifs géométriques, on pourrait peut-être, juste peut-être, se demander, y a-t-il quelque chose de plus dans l'électromagnétisme? Quelque chose qui a été omis ou négligé? Quelque chose d'indicible ou de caché?